Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des Mémoires d'Outre-Tombe de François de Chateaubriand, qui est donc son autobiographie. Et je vais donc poursuivre au livre premier. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Donc, livre premier, chapitre premier. Il y a 4 ans, qu'à mon retour de la Terre Sainte, j'achetai près du hameau d'Aulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay, une maison de jardinier, cachée parmi des collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette maison n'était qu'un verger sauvage, au bout duquel se trouvait une ravine et un taillis de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances. Les arbres que j'y ai plantés prospèrent. Ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux ans, comme j'ai protégé leur jeunesse. Je les ai choisis autant que je l'ai pu, les divers climats où j'ai erré. Ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions. Si jamais les Bourbons remontent sur le trône, je ne leur demanderai, en récompense de ma fidélité, que de me rendre assez riche pour joindre à mon héritage la lisière des bois qui l'environnent. L'ambition m'est venue. Je voudrais accroître ma promenade de quelques arpents. Tout chevalier errant que je suis, j'ai les goûts sédentaires d'un moine. Depuis que j'habite cette retraite, je ne crois pas avoir mis 3 fois les pieds hors de mon enclos. Mes pins, mes sapins, mes mélèzes, mes cèdres tenant jamais ce qu'ils promettent, la vallée aux loups deviendra une véritable chartreuse. Lorsque Voltaire naquit à Châtenay, le 20 février 1694, quel était l'aspect du coteau où se devait retirer en 1807 l'auteur du génie du christianisme? Ce lieu me plaît. Il a remplacé pour moi les champs paternels. Je l'ai payé du produit de mes rêves et de mes veilles. C'est au grand désert d'Atala que je dois le petit désert d'Aulnay. Et pour me créer ce refuge, je n'ai pas, comme le colon américain, dépouillé l'Indien des Florides. Je suis attachée à mes arbres. Je leur ai adressé des élégies, des sonnets, des odes. Il n'y a pas un seul d'entre eux que je n'ai soigné de mes propres mains, que je n'ai délivré du ver attaché à sa racine, de la chenille collée à sa feuille. Je les connais tous par leur nom, comme mes enfants. C'est ma famille. Je n'en ai pas d'autres. J'espère mourir au milieu d'elle. Ici, j'ai écrit les martyrs, les avancerages, l'itinéraire et Moïse. Que ferais-je maintenant dans les soirées de cet automne? Ce 4 octobre 1811, anniversaire de ma fête et de mon entrée à Jérusalem, me tend à commencer l'histoire de ma vie. L'homme qui me donne aujourd'hui l'empire du monde à la France, que pour la fouler à ses pieds, cet homme, dont j'admire le génie et dont j'abhorre le despotisme, cet homme m'enveloppe de sa tyrannie, comme d'une autre solitude, comme s'il écrase le présent, le passé le brave, et je reste libre dans tout ce qui a précédé sa gloire. La plupart de mes sentiments sont demeurés ensevelis au fond de mon âme, ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. Aujourd'hui que je regrette encore mes chimères sans les poursuivre, je veux remonter le penchant de mes belles années. Ces mémoires seront un temple de la mort élevé à la clarté de mes souvenirs. De la naissance de mon père à des épreuves de la première position, se forma en lui un des caractères les plus sombres qui ait été. Or,
Ce caractère a influé sur mes idées en effrayant mon enfance, contristant ma jeunesse et décidant du genre de mon éducation. Je suis né gentilhomme. Selon moi, j'ai profité du hasard de mon berceau. J'ai gardé cet amour plus ferme de la liberté, qui appartient principalement à l'aristocratie dont la dernière heure est sonnée. L'aristocratie a 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. On peut s'enquérir de ma famille si l'envie en prend jamais. Dans le dictionnaire de Moréry, dans les diverses histoires de Bretagne, de d'Argentré, de Dom Lambino, de Dom Maurice, dans l'histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, de Dupaz, dans Toussaint Saint-Luc, Le Borgne, et enfin dans l'histoire des grands officiers de la couronne, de Anselme. Les preuves de ma descendance furent faites entre les mains de Chérin, pour l'admission de ma sœur Lucile, comme chanoinesse, au chapitre de l'Argentière, d'où elle devait passer à celui de Remiremont. Elle fut reproduite pour ma présentation à Louis XVI, reproduite pour mon affiliation à l'Ordre de Malte, et reproduite une dernière fois quand mon frère fut présenté au même infortuné Louis XVI. Mon nom s'est d'abord écrit Briand, ensuite Briand et Briand avec un D, par l'invasion de l'orthographe française. Guillaume le Breton, dit Castrum Briani. Il n'y a pas un nom en France qui ne présente ces variations de lettres. Quelle est l'orthographe de Duguesclin, pardon. Les Briens, vers le commencement du XIe siècle, communiquèrent leur nom à un château considérable de Bretagne. Et ce château devint le chef-lieu de la baronnie de Châteaubriand. Les armes des Châteaubriand étaient d'abord des pommes de pin avec la devise « Je sème l'or ». Geoffroy, baron de Châteaubriand, passa avec Saint-Louis en Terre Sainte. Fait prisonnier à la bataille de la Massour, il revint, et sa femme, Sibylle, mourut de joie et de surprise en le revoyant. Saint-Louis, pour récompenser ses services, lui concéda à lui et à ses héritiers, en échange de ses anciennes armoiries, un écu de gueule semé de fleurs de lys d'or. Les Châteaubriand se partagèrent dès leur origine en 3 branches. La première, dite baron de Châteaubriand, souche des 2 autres et qui commença à l'an 1000 dans la personne de Thierne, fils de Briand, petit-fils d'Alain III, comte ou chef de Bretagne. La seconde, surnommée seigneur des Roches Bariteau ou du Lion d'Angers, et la troisième paraissant sous le titre de Sire de Beaufort. Lorsque la lignée des Sires de Beaufort vint à s'éteindre, dans la personne de Dame Renée, un Christophe II, branche collatérale de cette lignée, eut en partage la terre de la Guérande de Morbihan. À cette époque, vers le milieu du XVIIe siècle, une grande confusion s'était répandue dans l'ordre de la noblesse. Des titres et des noms avaient été usurpés. Louis XIV prescrivit une enquête. Afin de remettre chacun dans son droit, Christophe fut maintenu, sur preuve de sa noblesse d'ancienne extraction, dans son titre et dans la possession de ses armes, par arrêt de la Chambre établie à Rennes pour la réformation de la noblesse de Bretagne. Cet arrêt fut rendu le 16 septembre 1669. En voici le texte. Arrêt de la Chambre établi par le roi, Louis XIV. Pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne, rendu le 16 septembre 1669, entre le procureur général du roi et M. Christophe de Châteaubriand, sieur de la Guérande, lequel déclare, le dit Christophe,
issu d'anciennes extractions nobles, lui permet de prendre la qualité de chevalier et le maintient dans le droit de porter pour arme de gueule semée de fleurs de lys d'or sans nombre, et ce, après production par lui, faite de ses titres authentiques, desquels il appert, etc., etc., le dit arrêt signé Malescaut. Cet arrêt constate que Christophe de Chateaubriand de la Guérande descendait directement des Chateaubriand, sires de Beaufort. Les sires de Beaufort se rattachaient par document historique au premier baron de Chateaubriand. Les Chateaubriand de Villeneuve, du Plessis et de Combourg étaient cadets des Chateaubriand de la Guérande, comme il est prouvé par la descendance d'Amaury, frère de Michel, lequel Michel était fils de Christophe de la Guérande, maintenu dans son extraction par l'arrêt ci-dessus, rapporté par la réformation de la noblesse du 16 septembre 1669. Après ma présentation à Louis XVI, mon frère songea à augmenter ma fortune de cadet en me nantissant de quelques-uns de ses bénéfices appelés bénéfices simples. Il n'y avait qu'un seul moyen praticable à cet effet, puisque j'étais laïque et militaire. C'était de m'agréger à l'ordre de Malte. Mon frère envoya mes preuves à Malte, et bientôt, après, il présenta requête en mon nom au chapitre du Grand Prieuré d'Aquitaine, tenu à Poitiers, aux fins qu'il fut nommé des commissaires pour prononcer d'urgence. Monsieur Pontois était alors archiviste, vice-chancelier et généalogiste de l'ordre de Malte, au prieuré. Le président du chapitre était Louis-Joseph des Escotais, bailli, grand prieur d'Aquitaine, ayant avec lui le bailli de Frélon, le chevalier de la Laurencie, le chevalier de Murat, le chevalier de Langeais, le chevalier de la Bourdonnais-Montluc et le chevalier de Bouétier. La requête fut admise les 9, 10 et 11 septembre 1789. Il est dit, dans les termes d'admission du mémorial, que je méritais à plus d'un titre la grâce que je sollicitais, et que des considérations du plus grand poids me rendaient digne de la satisfaction que je réclamais. Et tout cela avait lieu après la prise de la Bastille, à la veille des scènes du 6 octobre 1789 et de la translation de la famille royale à Paris. Et dans les séances du 7 août de cette année 1789, l'Assemblée nationale avait aboli les titres de noblesse. Comment les chevaliers et les examinateurs de mes preuves trouvaient-ils aussi que je méritais à plus d'un titre la grâce que je sollicitais, etc. Moi qui n'étais qu'un chétif sous-lieutenant d'infanterie, inconnu, sans crédit, sans faveur et sans fortune. Le fils aîné de mon frère, j'ajoute ceci en 1831 à mon texte primitif écrit en 1811, le comte Louis de Chateaubriand a épousé mademoiselle d'Orglande, dont il a eu 5 filles et un garçon. Celui-ci nommé Geoffroy. Christian, frère cadet de Louis, arrière-petit-fils et filleul de Monsieur de Malesherbes, et lui ressemblant d'une manière frappante, servit avec distinction en Espagne comme capitaine dans les dragons de la Garde en 1823. Il s'est fait jésuite à Rome. Les jésuites suppléant la solitude à mesure que celle-ci s'efface de la terre. Christian vient de mourir à Chieri, près de Turin. Vieux et malade, je le devais devancer, mais ses vertus l'appelaient au ciel avant moi, qui a encore bien des fautes à pleurer. Dans la division du patrimoine de la famille, Christian avait eu la terre de Malesherbes et Louis la terre de Combourg. Christian, ne regardant pas le partage égal comme légitime, voulut, en quittant le monde, se dépouiller des biens qui ne lui appartenaient pas et les rendre à son frère aîné. À la vue de mes parchemins, il ne tiendrait qu'à moi, si j'héritais de l'infatuation de mon père et de mon frère, de me croire cadet des ducs de Bretagne, venant de Thierne, petit-fils d'Alain III. Ces dits Chateaubriand
auraient mêlé 2 fois leur sang au sang des souverains d'Angleterre. Geoffroy IV de Chateaubriand, ayant épousé en secondes noces Agnès de Laval, petite fille du comte d'Anjou et de Mathilde, fille de Henri Ier. Marguerite de Lusignan, veuve du roi d'Angleterre et petite fille de Louis le Gros, s'étant mariée à Geoffroy V, 12e baron de Chateaubriand. Sur la race royale d'Espagne, on trouverait Briand, frère puis né du 9e baron de Chateaubriand, qui se serait uni à Jeanne, fille d'Alphonse, roi d'Aragon. Il faudrait croire encore, quant aux grandes familles de France, qu'Édouard de Rohan prit à femme Marguerite de Chateaubriand. Il faudrait croire encore qu'un Croÿ épousa Charlotte de Chateaubriand. Tintegnac, vainqueur au combat des 30, du Guesclin, le connétable, aurait eu des alliances avec nous dans les 3 branches. Tiphaine du Guesclin, petite fille du frère de Bertrand, céda à Briand de Chateaubriand, son cousin et son héritier, la propriété du Plessis-Bertrand. Dans les traités, des Chateaubriand sont donnés pour caution de la paix au roi de France, à Clisson, au baron de Vitré. Les ducs de Bretagne envoient à des Chateaubriand copie de leur assise. Les Chateaubriand deviennent grands officiers de la couronne et des illustres de la cour de Nantes dans la cour de Nantes. Ils reçoivent des commissions pour veiller à la sûreté de leur province, comme les Anglais. Briand Ier se trouve à la bataille d'Astin. Il était fils de Don, comte de Penthièvre. Guy de Chateaubriand et du nombre des seigneurs qu'Arthur de Bretagne donna à son fils pour l'accompagner dans son ambassade de Rome en 1309. Je ne finirai pas si j'achevais ce dont je n'ai voulu faire qu'un court résumé. La note à laquelle je me suis enfin résolue, en considération de mes 2 neveux, qui ne font pas sans doute aussi bon marché que moi de ces vieilles misères, remplacera ce que j'omets dans ce texte. Toutefois, on passe aujourd'hui un peu la borne. Il devient d'usage de déclarer que l'on est de race corvéable, qu'on a l'honneur d'être fils d'un homme attaché à la glèbe. Ces déclarations sont-elles aussi fières que philosophiques? N'est-ce pas se ranger du parti du plus fort? Les marquis, les comtes, les barons de maintenant n'ayant ni privilèges ni sillons, les 3/4 mourant de faim, se dénigrant les uns les autres, ne voulant pas se reconnaître, se contestant mutuellement leur naissance. Ces nobles, à qui l'on nie leur propre nom, ou à qui on ne l'accorde que sous bénéfice d'inventaire, peuvent-ils inspirer quelques craintes? Au reste, qu'on me pardonne d'avoir été contraint de m'abaisser à ces puériles récitations, afin de rendre compte de la passion dominante de mon père, passion qui fit le nœud du drame de ma jeunesse. Quant à moi, je ne me glorifie ni ne me plains de l'ancienne ou de la nouvelle société. Si, dans la première, j'étais le chevalier ou le vicomte de Chateaubriand, dans la seconde, je suis François de Chateaubriand, je préfère mon nom à mon titre. Monsieur mon père aurait volontiers, comme un grand terrier du Moyen-Âge, appelé Dieu le gentilhomme de là-haut et surnommé Nicodème, le Nicodème de l'Évangile, un saint gentilhomme. Maintenant, en passant par mon géniteur, arrivons de Christophe, seigneur suzerain de la Guérande et descendant en ligne directe des barons de Chateaubriand, jusqu'à moi, François, seigneur sans vassaux et sans argent de la vallée aux loups. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.